Pourquoi les jeunes de 20 ans restent-ils pauvres? Parce qu'ils essaient de gagner de l'argent au lieu d'apprendre à en gagner. Une enquête a révélé que 52% des lycéens pensent qu'ils seront millionnaires à 25 ans. C'est une illusion. Vous pouvez jouer au dé et tenter votre chance avec une infime probabilité de réussite. Ou alors, je peux vous garantir une fortune en une décennie. Lequel préférez-vous? Laissez-moi vous donner l'exemple de deux jeunes qui ont pris des chemins très différents. Le premier voulait apprendre. Il est allé voir quelqu'un d'un peu plus âgé pour acquérir les bases du montage vidéo. Il s'est formé suffisamment pour décrocher un entretien d'embauche et a fini par obtenir une offre à 60 000 dollars par an, une belle somme pour quelqu'un sans expérience. Mais au lieu d'accepter, il a demandé une augmentation de 3 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'il pensait devoir gagner plutôt que apprendre. L'entreprise a évidemment refusé. Résultat, il a fini par prendre un poste de chef du montage vidéo dans une petite société où il n'avait personne au-dessus de lui pour l'aider à progresser. Mauvais choix. Au lieu d'intégrer un environnement où il aurait appris auprès de professionnels aguerris, il s'est mis dans une situation où on attendait tout de lui sans possibilité d'évolution. Il a mis un coup d'arrêt à son potentiel simplement parce qu'il a voulu être le boss trop tôt. A l'inverse, un autre jeune, sans aucune compétence, a pris une approche différente. Un mentor lui a dit « Tu as un potentiel en vente. Prends l'objectif qu'on te donne et double-le. » Son travail consistait à passer 100 appels par jour. Il en a fait 200. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'expérience et devait bosser 2 fois plus que les autres pour obtenir les mêmes résultats. Il a aussi passé un maximum de temps avec les meilleurs vendeurs de l'entreprise, à les écouter et à les observer. Rapidement, il est devenu numéro 1 de son équipe, a été promu, puis est monté dans la hiérarchie. Il a compris que personne ne le respecterait sur son âge, alors il a fait en sorte qu'on le respecte sur ses résultats. Aujourd'hui, il pourrait déjà monter une entreprise qui génère des millions. Mais il fait un autre choix. Il rejoint une société encore plus prestigieuse, avec plus d'opportunités d'apprentissage, quitte à être moins bien payé. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Il pense long terme. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent gagner tout de suite. Mais dès que vous privilégiez le gain immédiat, vous arrêtez d'apprendre. Et dès que vous arrêtez d'apprendre, vous limitez votre potentiel. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Au début, vous pensez tout savoir, puis vous réalisez à quel point vous êtes ignorant. Regardez Kobe Bryant. Il s'entraînait 2 fois plus que tout le monde. Au début, l'écart est minime, mais après 5-10 ans, il devient imbattable. C'est pareil dans tous les domaines. Droit, finance, marketing, vente. Si vous doublez ou quadruplez vos efforts par rapport aux autres, vous évoluerez plus vite et réduirez votre dette d'ignorance. Le respect se mérite. Plus vous êtes jeune, plus vous devez le gagner. Vous avez 2 choix. Vous plaindre que personne ne vous prend au sérieux ou vous retrousser les manches et prouver votre valeur. Partout dans le monde, le travail acharné est respecté. Mais les gens veulent la reconnaissance avant d'avoir fait l'effort. Ceux qui deviendront des tueurs dans leur trentaine ne ressemblent pas aux gamins qui affichent des Lamborghini et des montres de luxe à 20 ans. Ils ont juste une faim insatiable d'apprendre et de bosser. Même Socrate disait « Plus j'apprends, plus je réalise que je ne sais rien ». Un employeur voit vite si quelqu'un est en mode apprentissage ou gain immédiat. Si vous cherchez juste un salaire élevé, il vous exploitera autant que possible. Mais si vous venez avec une mentalité d'apprentissage, il investira en vous, vous formera, vous mettra en relation avec les bonnes personnes. Car il sait que dans 5 ans, vous serez ailleurs. Et c'est très bien ainsi. Le plus gros piège des jeunes de 20 ans, c'est de se comparer à ceux qui gagnent déjà bien leur vie. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ces gens sacrifient souvent leur potentiel futur pour un gain immédiat. Le moment où vous commencez à privilégier l'argent, vous vous fermez aux opportunités d'apprentissage. Regardez Jay-Z. Il a d'abord appris à rapper, ensuite, il a appris à se promouvoir, puis à gérer un label, puis à recruter et produire d'autres artistes. À chaque étape, il a accumulé des compétences qui lui ont permis de gagner exponentiellement plus.
Les compétences se cumulent. Un bon comptable peut devenir expert comptable, puis CFO, puis spécialiste en fusion-acquisition. Chaque étape démultiplie son potentiel de revenus. Prenons Warren Buffett. Diplômé de Columbia, il aurait pu obtenir un poste très bien payé dès la sortie, mais il a préféré travailler gratuitement pour Ben Graham, l'un des plus grands investisseurs de son époque. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ce qu'il allait apprendre valait plus que n'importe quel salaire. De mon côté, j'ai fait la même chose. Diplômé avec mention, président d'une fraternité, vice-président de l'équipe de powerlifting, j'aurais pu décrocher un excellent salaire. Mais j'ai choisi un job de consultant moins bien payé parce qu'il me permettait d'apprendre directement auprès du CEO. Puis, j'ai quitté ce job pour travailler gratuitement dans des salles de sport, juste pour apprendre. Et ce fut l'un des meilleurs investissements de ma vie. Beaucoup de jeunes font une erreur absurde. Ils veulent négocier un salaire plus élevé pour un poste qui devrait leur servir d'apprentissage. Imaginez Elon Musk vous offrant 100 000 $ par an pour être son assistant et vous répondant « Je viens pour 200 000 ». C'est ridicule. Si vous êtes intelligent, vous ferez le pari du long terme. Vous construirez une carrière sur des bases solides. Et à la fin, vous ne serez pas juste un employé bien payé. Vous serez une machine à succès parce que vous aurez accumulé des compétences que personne ne pourra vous enlever. Alors, la vraie question, c'est: êtes-vous prêt à apprendre avant de gagner ? C'est la décision que des jeunes de 20 ans prennent tous les jours. J'espère que vous ne serez pas comme ça. J'espère que vous serez prêt à faire le pari du long terme. Parce que quand vous avez ce parcours, cette accumulation de preuves indéniables, que vous êtes bien la personne que vous prétendez être, que vous avez fait ce que vous dites avoir fait, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous n'avez plus besoin de paraître. Parce que vous avez l'expérience. Et à ce moment-là, les gens vous respecteront pour ce que vous avez accompli, et non pour ce que vous prétendez. Donc, je vois la stratégie comme une question de priorité, c'est la priorisation des ressources. Tu as des options illimitées, mais des ressources limitées, le temps, l'argent, les personnes, etc. La façon dont tu choisis d'allouer ces ressources face aux options infinies, c'est ta stratégie. C'est la manière dont tu priorises. Quand tu as un objectif clair pour une entreprise claire, avec un client clair, la priorisation devient en fait assez simple. Beaucoup de gens cherchent des insights uniques, alors qu'en réalité, ils n'ont même pas d'objectif défini. As-tu clairement identifié le problème que tu essaies de résoudre ? La plupart des gens ne l'ont pas fait, et c'est généralement la première question que je pose à quelqu'un qui me dit « Je suis bloqué dans mon business ». Je lui demande alors « Quel est ton objectif ?» Ensuite, ils me répondent à quelque chose, et je leur demande « Quel problème essaies-tu de résoudre en ce moment ?» Si tu ne peux pas énoncer clairement l'état actuel, l'état désiré et l'obstacle, alors tu cours dans tous les sens comme un poulet sans tête. Tu feras beaucoup de travail, mais tu n'avanceras pas. Mo Roman m'a dit une chose que j'ai toujours gardée en tête. Le meilleur talent que tu auras, tu ne l'as même pas encore embauché. Ton meilleur talent est dans le futur. Alors, faisons une expérience mentale. Tout le monde qui écoute ça a au moins un coéquipier qui est une véritable perle rare. Du moins, j'espère. Si ce n'est pas le cas, désolé pour toi. Mais normalement, au moins une personne dans ton équipe est vraiment excellente. Si tu avais 10 personnes comme elle, pourrais-tu gagner beaucoup plus d'argent ? La réponse est presque toujours un oui catégorique. Alors, la question suivante est, pourquoi toute ton attention ne se porte-t-elle pas sur le fait d'obtenir plus de ces personnes ? Si tu écoutes Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg, ils parlent tous du talent. Et au début de mon parcours entrepreneurial, je pensais qu'ils essayèrent de cacher les vrais secrets. Mais en réalité, ils parlaient juste de ce sur quoi ils se concentraient à ce moment-là. Et plus j'avance dans le business, plus je me rends compte que je me soucie davantage du qui plutôt que du quoi ou du comment. Parce que si tu as vraiment la bonne personne, tu es littéralement à une embauche d'une personne 100 fois plus intelligente que toi, qui a déjà fait ça bien plus longtemps que toi, et qui peut t'aider à développer ton entreprise. Un des signes révélateurs que tu as de mauvaises personnes dans ton équipe ou que tes standards sont trop bas, c'est que tu dois instaurer des règles stupides. Et je parle d'expérience. Ce n'est pas une leçon de morale, c'est quelque chose que j'ai réalisé après coup. Si tu dois dire à quelqu'un « tu dois arriver à l'heure », ne bois pas d'alcool pendant le travail. Tu ne peux pas regarder Netflix pendant que tu es en appel avec un client. Ce n'est pas normal. Ça ne devrait même pas être une règle, ça devrait être une évidence.
Mais le fait que tu doives mettre en place ces règles signifie que tes standards sont trop bas et que tu embauches des personnes incompétentes. Chaque personne que tu embauches devrait élever le niveau moyen de l'équipe dans laquelle elle rejoint. Hier encore, on passait un entretien avec Léo et il m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de cette personne ?» J'ai répondu « Est-ce qu'elle élève le niveau de l'équipe ?» Il a réfléchi et a répondu « J'ai dit « Eh bien, voilà notre réponse. Parce que toutes les entreprises, à moins d'un contrôle strict, ont tendance à voir leur talent décliner. Un 6 embauchera un 5. Un 5 embauchera un 4. Un 4 embauchera un 3. Les gens embauchent souvent des personnes moins compétentes qu'eux, car ils ne veulent pas se sentir menacés. Mais l'inverse est aussi vrai. Imagine que chaque nouvelle embauche élève le niveau général de l'équipe. Dans ce cas, l'équipe deviendrait de plus en plus compétente, et donc l'entreprise croîtrait en conséquence. Je crois fermement que le niveau d'une entreprise grandit comme un sapin de Noël. Plus tu as de cerveaux intelligents, plus la taille de l'entreprise est grande. Si tu es le seul cerveau intelligent dans ton entreprise, alors ton entreprise est limitée à ton propre niveau de compétence. Tu vas te retrouver à devoir apprendre tout à partir de zéro, ce qui ralentit tout. L'idéal, c'est d'embaucher quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience dans un domaine et de commencer au niveau année 10 plutôt que d'apprendre tout depuis le début à tes frais. Il y a une loi en management appelée le principe de Peter, qui dit que les gens montent jusqu'à leur niveau d'incompétence. Par exemple, un excellent commercial devient manager commercial, sauf qu'il n'a jamais géré une équipe avant. Il devient donc un mauvais manager commercial. Résultat, j'ai perdu un excellent commercial et j'ai obtenu un mauvais manager. C'est comme ça que la plupart des entreprises fonctionnent. Elles font des promotions en fonction des performances passées au lieu de vérifier les compétences pour le nouveau rôle. Le plus difficile dans le business, ce n'est pas la complexité. C'est le fait de devoir prendre des décisions difficiles qui affectent des gens. Si tu détestes quelqu'un et que tu dois le virer, c'est facile. Mais virer quelqu'un que tu apprécies humainement et qui essaie sincèrement mais qui n'a pas les compétences, c'est difficile. Mais si tu veux vraiment faire grandir ton entreprise, tu dois accepter que parfois, tu ne peux pas former quelqu'un à tout. Tu dois aller chercher des gens qui savent déjà ce qu'ils font. C'est pourquoi nous investissons énormément dans le recrutement de talents. Sur LinkedIn, on envoie des messages du type « Tu as géré les pubs pour une entreprise de 200 millions de dollars ? Nous avons une entreprise e-commerce qui fait 20 millions. Peux-tu nous aider à la faire passer à 200 millions ?» Mais ce genre de talent ne viendra pas travailler pour 100 000 $ par an. Les petits entrepreneurs pleurnichent sur le fait que les employés demandent trop d'argent. Mais il y a un marché. Et une entreprise plus intelligente que toi sera prête à payer, car elle connaît le retour sur investissement. Une des plus grandes opportunités en business aujourd'hui, c'est de payer un talent d'élite un salaire élevé, mais d'obtenir un retour 10x supérieur. Un joueur de niveau B coûtera peut-être 100 000 $. Un joueur A+, coûtera peut-être 170 000 $. Mais un joueur A+, peut produire 5 à 10 fois plus qu'un joueur B. Donc, plutôt que d'embaucher 5 joueurs B, pourquoi ne pas embaucher un seul A+, qui produira plus et coûtera moins cher au final? Dans tout ce qui implique du travail intellectuel, le retour sur un employé ultra compétent est exponentiel. Je préfère payer 30% de plus quelqu'un qui me fera avancer de 10 ans plutôt que d'économiser un peu et de devoir attendre une décennie pour les mêmes résultats. Mais au quotidien, la plupart des petits entrepreneurs essayent de gratter 5 000 $ sur un salaire, au lieu d'investir sur la bonne personne qui ferait exploser leur business. Tu peux surpasser 99% des gens simplement en continuant à travailler sans attendre une récompense immédiate. Si je devais donner un conseil à mon moi plus jeune sur comment travailler plus dur, ce serait ceci. Tu vas perdre du sommeil. Tu douteras de l'efficacité de tes efforts. Tu stresseras pour joindre les deux bouts. Tu ne finiras pas ta liste de tâches. Tu te demanderas si tu as pris la bonne décision sans avoir de réponse pendant des années. Mais c'est ça, le travail acharné. Et plus tu travailles dur, plus tu réalises que ce que tu pensais être du travail intense auparavant n'est même pas proche de ce dont tu es réellement capable. Si tu veux savoir quelle est la combinaison la plus dangereuse pour faire de l'argent, c'est l'éthique de travail et le temps. Parce que, quand tu comprends combien il faut travailler pour passer de bon à excellent, tu réalises que tu ne peux être excellent que dans une ou deux choses. Pourquoi? Parce que le temps est limité, et exceller exige une quantité énorme de travail. À chaque fois que j'essaie de contourner le processus ou de prendre des raccourcis,
la vie me rappelle brutalement que le travail doit simplement être fait. Alors, oui, je te rappelle amicalement que travailler le week-end, c'est parfaitement acceptable. Au début, je pensais qu'un jour de travail intense était énorme. Puis, c'est devenu une semaine, puis un mois. Aujourd'hui, je peux travailler sur le même projet pendant 1 ou 2 ans. Les projets de longue haleine, comme écrire des livres, m'ont appris à compter en centaines de minutes, centaines d'heures, centaines de jours pour atteindre un objectif précis. L'une de mes paraboles préférées sur le travail est tirée d'un cours d'art. Les étudiants étaient divisés en 2 groupes. Un groupe devait créer la meilleure poterie possible et ne rendre qu'un seul pot, tandis que l'autre groupe devait en produire autant que possible. À la fin du semestre, le groupe qui devait faire le plus de pots non seulement en avait produit davantage, mais avait également créé des pots de meilleure qualité. Cela montre qu'avoir la permission de faire de nombreuses premières ébauches médiocres peut t'aider à travailler plus dur. Mais pour moi, je préfère passer beaucoup plus de temps sur ma première version pour limiter les révisions. Ceux qui ne sont pas habitués à fournir cet effort sont souvent effrayés par la quantité de travail nécessaire. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Le travail doit être fait, et personne ne le fera à ta place. Quand j'ai commencé, j'avais un emploi horaire classique. Là-bas, être au travail signifiait être payé. Mais quand tu travailles pour toi-même, tu n'es payé que pour ce que tu produis. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que plus tu retardes ta récompense pour le travail accompli, plus le résultat final est si grand. C'est comme un avion qui décolle. Plus la piste est longue, plus l'avion peut être grand. Si tu te sens en retard, si tu as l'impression de perdre, ou si tu doutes que cela fonctionne, c'est normal. C'est ça, l'entrepreneuriat. Le chemin est jonché d'incertitudes, de nuits sans sommeil, et de doutes sur des années d'efforts. Mais ces défis font partie intégrante du voyage. Le plus grand changement que j'ai fait a été de réaliser que je suis le résultat de mon travail. Chaque effort que je fournis construit la personne que je veux devenir. Ce processus est ma récompense, et je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils sont pressés. Cette précipitation entraîne de mauvaises décisions, des sauts constants d'un projet à un autre, et garantit qu'ils n'atteindront jamais leur objectif. Nous vivons dans une culture qui valorise la rapidité et la facilité. Mais l'entrepreneuriat est tout le contraire. C'est incertain, incroyablement difficile, et ça prend beaucoup de temps. Pourtant, c'est ce qui rend la réussite entrepreneuriale si précieuse. Alors, rappelle-toi, tout ce travail acharné ne fait que construire la meilleure version de toi-même, et ça en vaut chaque minute. La raison pour laquelle beaucoup fonctionnent ainsi est qu'ils doivent répondre aux attentes de ceux qui pensent de cette manière, ce qui représente la majorité des gens. Peut-on créer une entreprise d'1 million de dollars en 90 jours? Oui, mais on pourrait bâtir une entreprise bien plus grande en 2 ans, et ce milliardaire ne construirait probablement jamais l'entreprise qu'il crée dans l'émission. Cela renforce une perspective erronée. Du point de vue de la fondation d'une marque, il s'agit de bâtir une réputation sur le long terme, pas nécessairement avec l'intention de vendre immédiatement, mais simplement pour s'associer à des éléments positifs. Cela prend du temps, d'une part, pour que beaucoup de gens apprennent à vous connaître, et d'autre part, pour qu'ils développent une affinité forte avec vous à travers des associations multiples. L'exemple classique est celui de quelqu'un qui crée du contenu pendant 5 ans, et, lorsqu'il lance un produit, celui-ci devient immédiatement un succès à 1 milliard de dollars. Ce n'est pas qu'il a gagné 1 milliard en une année, c'est qu'il a passé 5 ans à faire pousser les racines de son arbre de bambou, avant qu'il ne pousse soudainement. D'un autre côté, vous avez des fondations basées sur des produits. Par exemple, un logiciel peut prendre beaucoup de temps à coder, avec une immense base de données, pour résoudre un problème complexe. Cela peut inclure des barrières réglementaires comme dans le domaine bancaire. Même pour une marque de commerce électronique, vous devrez contacter des fabricants, créer des prototypes, tester vos produits avec des groupes bêta et obtenir des retours. Vous aurez peut-être besoin d'un investissement en capital pour financer votre première production. Toutes ces étapes constituent des fondations solides. Mais la raison pour laquelle j'aime les entreprises de services pour ceux qui débutent, c'est que vous n'avez pas à faire toutes ces choses dès le départ. Cependant, si vous construisez une ou les 2 bases mentionnées, vous pouvez créer quelque chose de plus grand, plus rapidement, sur une perspective temporelle plus longue. C'est comme dans l'exemple classique. Combien de temps faut-il pour affûter une hache? Si quelqu'un monte une entreprise sans levier ni fondation, c'est comme s'il prenait une hache émoussée et commençait à abattre un arbre immense. Dans le monde des affaires, cet arbre pourrait faire 1 kilomètre de large.
Mais si vous prenez le temps d'aiguiser votre hache, même si cela prend un an, et qu'elle devient aussi tranchante qu'un sabre laser, vous rattraperez rapidement tout retard et surpasserez les autres. Le problème, c'est que beaucoup écoutent Summer les jugements des autres, qui mesurent leurs résultats à court terme. Par exemple, après avoir quitté leur emploi, leur entourage leur demande s'ils ont déjà commencé à gagner de l'argent. 2 semaines après, on leur reproche déjà le manque de résultats parce qu'on utilise encore un cadre temporel d'employé. Votre unité de mesure doit changer en fonction du jeu auquel vous jouez. Parfois, la voie la plus rapide pour gagner 1 million par an n'est pas la meilleure pour atteindre 10 millions. Et de la même manière, la voie rapide vers 10 millions n'est pas celle qui mènera à 100 millions. Si on mesure les efforts en termes de stress et d'heures par jour, gérer un restaurant local demande autant de travail que de développer une application pouvant valoir 1 milliard. Les deux prennent du temps, que ce soit pour bâtir une réputation locale ou pour recruter des ingénieurs talentueux et créer un prototype. Je sais que cela va en agacer certains, mais vous n'avez pas besoin de week-end. C'est une invention moderne. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un travail qui ne vous donne pas envie d'avoir un week-end. Pensez à l'équilibre travail-vie sur une période de 7 ans, et non de 7 jours. Ce que je veux éviter, c'est un travail dont je voudrais me retirer. Ceux qui vivent longtemps ont une raison de rester en vie, et le travail peut être une excellente raison. Le problème, c'est que beaucoup voient le travail comme quelque chose de déprimant, un emploi qu'ils détestent, pour un patron ingrat. Je comprends pourquoi ils voudraient s'en échapper, mais si vous ne reculez pas pendant les week-ends, vous avancez beaucoup plus vite. La réussite est la meilleure des revanches. À mesure que vous grandissez, vos détracteurs rétrécissent jusqu'à devenir insignifiants. Vous n'avez pas besoin de les battre, vous projetez simplement une ombre si grande qu'ils disparaissent. Au final, se justifier auprès de personnes dont on ne veut pas la vie est une pure perte de temps. Le succès rend les critiques silencieuses. Regardez ce sur quoi vous dépensez de l'argent, regardez votre calendrier, et là où vous investissez, c'est ce que vous obtiendrez davantage. Beaucoup de gens sont surpris lorsqu'ils consultent leur compte bancaire l'année suivante et voient qu'il est plus bas qu'ils ne l'espéraient. Ils regardent leur réalisation de l'année et se rendent compte qu'ils n'ont pas accompli ce qu'ils avaient prévu. Mais si vous regardez leur calendrier et leur relevé de carte de crédit, il devient évident pourquoi ces choses n'ont pas eu lieu. Nous votons avec notre argent pour les choses qui nous tiennent à cœur. Nous votons pour le type de personne que nous voulons devenir. Et la première chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour préparer l'année prochaine, c'est de commenter sous cette vidéo. Et je demande rarement cela. Écrivez ce que vous allez faire aujourd'hui, pas ce que vous allez commencer à faire l'année prochaine, ou ce que sera votre résolution. Si c'est assez important pour le vous futur, alors c'est certainement assez important pour le vous présent. Car, en passant, le vous présent est le seul qui profitera de la vie. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je marchais avec Leila et nous sommes entrés chez Sephora, un magasin de maquillage. Nous sommes entrés, et moi, je me tenais là, un peu gêné, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Une employée en blouse aidait 2 jeunes filles, probablement âgées de 9 à 14 ans, je dirais. Elle leur tendait 2 pinceaux et leur disait « Bon, les filles, maintenant que vous êtes des femmes, vous devez commencer à budgétiser pour ce genre de choses, car vous allez dépenser de l'argent pour cela chaque mois. » Les filles, toutes excitées, ont pris les pinceaux et sont allées à la caisse. Cette scène m'a paru être une leçon magnifique sur l'identité et les priorités. Nos priorités ne se manifestent pas par ce que nous disons, mais par ce que nous dépensons. Ces filles, en voulant incarner cette nouvelle identité, ont dû aligner leurs priorités en conséquence. Elles ont économisé leur argent de poche, gagné en faisant des corvées ou du babysitting, et ont commencé à investir une partie de cet argent pour soutenir leur nouvelle identité. De jeunes filles devenant femmes, beaucoup de gens qui envisagent de commencer quelque chose l'année prochaine se disent « je vais voir si ça marche ». Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez décider. C'est le type de personne que je veux devenir. Ensuite, vous identifiez les actions que ce type de personne entreprendrait. Puis, vous ajustez votre calendrier et votre budget en fonction de cela pour que vos investissements produisent les résultats que vous voulez. Le problème, c'est que beaucoup de gens disent « ce serait génial si je possédais des actions Apple », mais ils n'en achètent jamais. Si vous voulez devenir cette version de vous-même, vous devez commencer à investir dès aujourd'hui, que ce soit en temps ou en argent, pour voter avec vos dollars en faveur de ce qui compte réellement pour vous. C'est plus facile que jamais de réussir aujourd'hui, mais c'est aussi plus facile que jamais d'être distrait. Alors,
Dans l'esprit d'investir dans ce qui compte le plus, la première chose à faire est d'éliminer tout ce qui vous freine. Je définis l'engagement comme l'élimination des alternatives. Par exemple, si vous vous mariez, vous éliminez toutes les autres personnes comme choix romantique. C'est ça, un engagement. Donc, si vous voulez que quelqu'un s'engage, demandez-lui d'éliminer tout ce qui n'est pas la priorité. Voici une liste de choses qui, très probablement, ne sont pas vos priorités principales, mais qui vous ralentissent. La première grande catégorie, les mauvaises fréquentations. Si vous voulez de meilleures fréquentations, habituez-vous à les voir moins souvent. Les bonnes fréquentations sont occupées. Quand j'ai commencé à travailler davantage, j'ai réalisé que les personnes que j'admirais le plus étaient souvent les moins disponibles, et que celles qui l'étaient toujours n'étaient pas celles que je voulais imiter. Posez-vous ces 5 questions pour évaluer une amitié. Si quelqu'un disait que vous ressemblez à votre ami, le prendriez-vous comme un compliment? Cette amitié vous comble-t-elle vraiment, ou est-ce juste pour combler la solitude? Êtes-vous vous-même avec cette personne, ou devez-vous jouer un rôle? Aimez-vous qui est votre ami aujourd'hui, ou aimez-vous l'idée de ce qu'il pourrait devenir un jour? Voudriez-vous que votre futur enfant ait un ami comme cette personne? Réalisez que les personnes rares sont, par définition, rares. Il est normal d'en avoir peu. Si vous avez beaucoup d'amis, il est probable que vos critères d'amitié soient trop bas. Maintenant, voici une vérité inconfortable pour beaucoup de gens. Votre capacité à retarder la gratification est en réalité une fonction de votre intelligence. Votre capacité à apprendre avec un délai de gratification plus long est quelque chose qui évolue de la primate jusqu'à l'être humain. Fondamentalement, si vous voulez apprendre quelque chose à un singe, vous devez lui dire « fais ceci » et lui donner immédiatement une récompense. Plus le délai entre l'action et la récompense est long, moins il est facile de lui apprendre. Le signe de l'intelligence est la capacité à élargir cette fenêtre de renforcement tout en étant capable d'associer l'action initiale à la récompense différée. Si vous voulez pratiquer l'intelligence, être capable de retarder activement votre besoin de résultats ou de récompense issue de votre travail fera de vous une personne plus intelligente, car votre taux d'apprentissage augmentera malgré une réduction des récompenses à court terme. Pour être totalement transparent sur ce à quoi 2025 pourrait ressembler si vous atteignez vos objectifs. À la fin, vous pourriez avoir un groupe d'amis totalement différent, voire ne plus avoir d'amis pendant une certaine période. Parce que vous ne devenez pas comme les gens que vous admirez, mais comme ceux que vous cherchez à impressionner. Harvard a mené une étude fascinante il y a des années, révélant que le meilleur prédicteur du succès matériel à long terme de quelqu'un était ce qu'ils appelaient leur groupe de référence. Cela a souvent été mal cité comme étant les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Mais c'est en réalité les 5 personnes avec qui vous vous comparez. C'est une différence majeure. Je veux aller plus loin. Je pense que ce qui influence vraiment nos comportements, ce sont les personnes que nous voulons impressionner, pas seulement celles avec qui nous nous comparons. Ce sont les voix que vous entendez dans votre tête quand vous prenez une grande décision. Et ces voix ne viennent pas toujours de vos proches. Elles devraient venir des personnes proches de vos objectifs. Certaines de ces personnes pourraient ne pas vivre dans votre quartier, votre ville, votre région, ou avoir fréquenté votre école. Elles peuvent être des personnes que vous suivez sur Internet. Vous devez abstraire ce que ces personnes penseraient de vos décisions, pas ce que pense votre mère, votre pote, votre oncle ou quelqu'un de votre église. C'est là qu'intervient cette transition vers l'idée d'avoir des héros plutôt que des mentors. Vous transposez leur façon de réfléchir à votre propre vie. Quand je discute avec des entrepreneurs, ils me disent « Voici ma situation actuelle. Voici l'état désiré. Voici ce que je perçois comme obstacle. » Je leur demande ce qu'ils pensent, et ils répondent « Je pense que vous allez dire que je devrais faire X, Y ou Z. » Je dis « C'est exact. Alors, pourquoi tu ne le fais pas ?» Leur réponse est souvent liée aux opinions d'autres personnes qui ne sont pas à l'endroit où ils veulent être. Voici une vérité inconfortable. Les gagnants se concentrent sur la victoire, les perdants se concentrent sur les gagnants, et vous ne recevez jamais de haine de ceux qui sont au-dessus de vous, toujours de ceux qui sont en dessous. Les gagnants gardent leurs yeux sur l'objectif, pas sur les autres. Vous devez décider si vous voulez être un perdant ou un gagnant. Et en réalité, voici à quoi cela ressemble. Peut-être que pour vous, en 2025, ce sera ainsi. Au début, vous aurez l'air idiot aux yeux de tous pendant que vous essayez de comprendre. Ensuite, tout le monde aura l'air idiot pour avoir douté de vous. Tout le monde met un certain nombre d'années avant de cesser de se soucier de ce que pensent les autres. Si vous allez y arriver un jour, autant commencer aujourd'hui et profiter des avantages plus longtemps.
Quand j'imagine mon moi à 85 ans, je pense à ce qui lui importera. Cette version de moi ne se souciera de presque rien. Parlez à une personne âgée ou à vos grands-parents et demandez-leur ce qu'ils pensent d'une chose. Ils diront souvent « Bah, peu importe, cela n'a pas d'importance ». La vie est littéralement trop courte. Si c'est la version ultime de moi-même, pourquoi ne pas essayer d'intégrer ce savoir dès aujourd'hui? Ainsi, je n'aurai pas à regretter à 85 ans en me disant « Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant ». Vous devez développer une armure contre les commentaires comme « Tu travailles trop dur, tu es trop obsédé, pourquoi tu travailles le week-end ?» ou encore « Il ne te paie pas assez pour ce que tu fais ». Finalement, ces remarques ne vous affecteront plus parce que votre réalité aura tellement changé qu'elles n'auront plus de sens. Votre succès dépend de vos standards. Celui qui dirige une entreprise devrait être celui qui a les standards les plus élevés. Si un jour quelqu'un a des standards plus élevés que les miens pour mon entreprise, il devrait la diriger. La personne qui doit avoir les standards les plus élevés pour vous, c'est vous. Vous ne devriez jamais accepter un standard inférieur juste parce que d'autres le font. 13 leçons que j'ai apprises après avoir obtenu mon diplôme, que j'aurais aimé apprendre plus tôt. La première leçon est que tu prends de meilleures décisions et tu apprends davantage en supposant que tu es plus stupide que tout le monde. La raison pour laquelle j'ai mis du temps à comprendre cela, c'est que lorsque j'étais à l'université, tout tournait autour de montrer à quel point tu es intelligent, parler davantage en réunion de groupe, lever plus souvent la main en classe, etc. J'ai pris cette habitude et l'ai transposée dans le monde réel. Mais je me suis rendu compte que je n'apprenais pas grand-chose, parce que c'était moi qui parlais tout le temps. Il ne m'a fallu que quelques rencontres où quelqu'un m'introduisait à une autre personne, et je passais tout le temps à parler de moi, de tout ce que je savais et de combien j'étais génial, pour ensuite découvrir que cette personne était bien plus avancée que moi dans les affaires, ou dans ce que je poursuivais à ce moment-là. À ce moment-là, je ressentais beaucoup de honte et d'embarras face à ma stupidité. J'ai dû changer ma manière de parler aux gens et la façon dont j'entrais dans une pièce. Pour être honnête, je parle probablement encore trop, mais au moins, le fait d'avoir appris cette leçon le plus tôt possible est quelque chose que j'aurais aimé savoir encore plus tôt. Fondamentalement, tu ne peux pas apprendre si tu es celui qui parle. Donc, si tu veux apprendre, ne pas parler est la première condition. Et si tu veux prendre de meilleures décisions, tu dois apprendre. Cela a été une grande révélation pour moi. Un jour, on m'a présenté quelqu'un, et après notre rencontre, quelqu'un d'autre s'est approché de cette personne et lui a demandé « Tu sais qui c'est, ce type ?» À cet instant, j'ai réalisé que mon positionnement était désormais très haut, parce que je n'avais pas eu besoin de le dire moi-même. Ce que j'ai compris, c'est comment amener d'autres personnes à parler de moi de manière valorisante. J'ai dû permettre aux autres de faire la même erreur que je faisais avant. Quelqu'un de jeune, inexpérimenté ou moins conscient, viendrait vers moi et commencerait à se vanter de tout ce qu'il faisait. Moi, j'étais peut-être bien plus avancé qu'eux, mais je les écoutais, essayant de voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à apprendre. Lors de cette conversation, j'apprenais plus qu'eux. J'apprenais quel genre de personnes ils étaient, où ils en étaient dans leur carrière, et si quelque chose méritait un suivi. Mais eux, ils n'apprenaient rien. Ils se sentaient bien sur le moment, mais finissaient par se sentir mal plus tard, quand quelqu'un leur disait qui j'étais. Alors, entre ces deux scénarios, lequel est préférable? Est-il mieux d'avoir une conversation où la personne ne sait pas qui je suis, mais où je peux apprendre quelque chose? C'est le pire des cas. Ou bien est-il mieux de tout déballer et d'apprendre absolument rien, laissant l'autre penser soit « ce gars est un vantard s'il est en dessous de moi », soit « ce type est un idiot s'il est au-dessus de moi ». J'ai arrêté de faire cela et je me concentre maintenant sur le véhicule de croissance qui croît à un rythme bien plus rapide que l'argent et qui est exempt d'impôts d'ailleurs. Construire une audience est exonéré d'impôts et lorsque tu choisis d'organiser l'événement de conversion, tu peux le faire à ton propre rythme. Mais si tu te concentres sur l'audience, si tu te concentres sur la bonne volonté, cela croîtra de manière significative, beaucoup plus vite que n'importe quel mouvement monétaire, et tu peux toujours traduire cela en argent plus tard, quand tu le souhaites. 7. Tu vas mourir et 2 semaines après ta mort, la plupart des gens t'auront oublié. Et 6 mois après ta mort, personne ne parlera plus de toi. Si les gens ne se soucient pas suffisamment de toi à ce moment-là, alors cela n'a certainement pas d'importance ce qu'ils pensent de ta vie aujourd'hui. Si c'est l'événement le plus important de ta vie, c'est-à-dire le moment où tu cesses de vivre, quelle crédibilité ou quelle importance devrions-nous accorder aux opinions des autres sur ce que nous devrions faire de nos vies? À mon avis, très peu.
Sauf si la personne a un intérêt direct à te voir réussir et un contexte pertinent pour donner son avis, la plupart du temps, c'est mieux d'ignorer, parce qu'ils essaient de vivre leur propre vie et projettent leurs propres croyances et expériences sur toi. Et toi, tu as passé tout ce temps à essayer d'améliorer ta propre vision de la réalité, à abandonner ou à transformer des croyances qu'ils n'ont pas remises en question. Ce qu'ils croient être vrai est ce qu'ils te projettent. Et si tu n'aimes pas la vie qu'ils mènent, alors je ne pense pas que cela vaut la peine de les écouter. 8. Les accomplissements extraordinaires viennent de faire des choses ordinaires pendant des périodes extraordinaires. C'est juste moi qui parle de moi, mais quand j'étais plus jeune, mes actions montraient que j'étais plus impatient. J'étais toujours prêt à sacrifier ce que j'avais aujourd'hui pour obtenir un gain rapide. J'étais toujours comme ça, à chercher des raccourcis, parce que je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Je pensais qu'il y avait une sorte de raccourci que je ne connaissais pas. Et je voyais des gars sur scène qui disaient « Voici ce que nous faisons. Nous faisons les bases et nous en faisons beaucoup. » Et moi, je me disais « Ils essaient juste de cacher les secrets. » Et je suis là pour te dire que ce n'est pas vrai. J'aurais aimé pouvoir aller secouer mon moi à la fac et lui dire « Si tu fais une chose pendant une très longue période, tu deviendras très bon dans cette chose, et cela s'accumulera. » Peut-être que je m'écouterais. Je veux dire, si mon moi futur se présentait maintenant dans mon salon, je l'écouterais totalement. Mais tu vois ce que je veux dire. Et comme je ne peux pas faire ça, la meilleure chose que je puisse faire est d'essayer de te secouer par le col. Ce qui rend l'action extraordinaire, c'est l'engagement envers elle, pas la nature de l'action elle-même. Faire des exercices et des répétitions n'est pas extraordinaire. Si tu voyais une seule série d'un de mes entraînements à la salle, tu ne te dirais pas « Waouh, ce gars est incroyable, regarde ses quadriceps ». C'est le fait de le faire pendant 23 ans qui crée cet effet cumulatif. Si tu écoutes un gars passer un seul coup de téléphone, ou si tu regardes un joueur de baseball faire un seul tour au bâton, rien de tout ça n'est extraordinaire. C'est la dédication à le faire encore, encore, encore et encore, malgré le sentiment qu'il y a de meilleures opportunités ou des choses plus excitantes qui se présentent. C'est dire, je reste engagé envers la vision originale que j'avais, et la réalité n'a pas changé, au point que mes croyances natives ne soient ainsi plus vraies. Tu dis, je crois que X, Y et Z sont vrais, et tant que cela reste vrai, je continuerai sur ce chemin pendant une période extraordinaire. Ce n'est pas l'action elle-même, mais ton engagement envers cette action qui rend quelqu'un extraordinaire. Quand j'ai commencé à agir, j'ai commencé à progresser, et en progressant, j'ai pu regarder en arrière et être fier du chemin parcouru. Ce n'était pas à propos des nombreuses voies extérieures, mais de la seule qui comptait vraiment, la mienne. Ce changement d'état d'esprit, je pense, a été la clé qui m'a donné la force d'accomplir certaines des choses que nous avons réalisées. Pourtant, je n'aurais jamais pu emprunter ce chemin si j'étais resté paralysé par la peur de ce que les autres allaient me penser de moi, pour finalement réaliser qu'ils ne pensaient pas à moi du tout. 13. L'échec mène à l'apprentissage. L'apprentissage mène au succès. Le succès mène à la complaisance. Et la complaisance mène à l'échec. Pendant longtemps, je pensais qu'il y avait une destination à atteindre. Mais en réalité, le cycle entrepreneurial n'est pas une ligne droite, c'est un cycle. C'est pour cela que je parle de l'entrepreneuriat en termes de saison. Il y a des périodes où tu apprends beaucoup. J'avais l'habitude de dire « soit l'entreprise grandit, soit moi je grandis. Soit j'applique les leçons que j'ai apprises à l'entreprise et elle évolue, soit elle stagne et me renvoie des problèmes. Et c'est à moi de tirer des leçons. Jusqu'à ce que j'apprenne ce que je dois apprendre, l'entreprise ne progressera pas. C'est comme dans un jeu vidéo. Pour passer au niveau suivant, il faut battre le boss. Mais contrairement à un jeu, ça ne prend pas 10 minutes. Parfois, ça peut prendre 10 ans. Reconnaître que ce cycle est inévitable est essentiel. Échec, apprentissage, succès, complaisance. L'objectif est de raccourcir la complaisance et de revenir rapidement à l'apprentissage et au succès. Je ne qualifie plus les choses de bonnes ou de mauvaises. Si j'échoue, cela signifie que j'apprends, et apprendre est une bonne chose. Si je réussis, c'est évidemment positif. Cette perspective m'a libéré de la dépression liée au manque de résultats. Et quand tout va bien, elle m'empêche de devenir arrogant, car je sais que tout ce qui est bon est suivi de quelque chose de moins bon, et vice-versa. 14. Je paierais n'importe quelle somme d'argent pour rendre les vérités évidentes réelles pour moi. Il existe une réalité que personne ne peut voir. Nous sommes façonnés par ce qu'on nous a appris au fil des ans,
et beaucoup de ces enseignements sont faux. L'entrepreneuriat, selon moi, consiste en grande partie à se débarrasser de ces fausses croyances pour voir le monde plus clairement. Si tu observes des entrepreneurs qui semblent tout réussir, même après des échecs, c'est parce qu'ils perçoivent la réalité de manière plus précise que toi. Imagine essayer de toucher une cible les yeux bandés. Tu rates constamment. Maintenant, imagine une personne à côté de toi, les yeux bandés aussi, mais avec un bandeau transparent. Elle touche la cible à chaque fois. Ce n'est pas une question de technique, mais de perception. Un conférencier a dit un jour « Combien vous coûte le fait de ne pas savoir comment gagner 1 million par an ?» Si tu gagnes 50 000 $ par an, cela te coûte 950 000 $ par an de ne pas savoir comment en gagner 1 million. Cela m'a marqué. Nous payons une sorte de taxe sur l'ignorance pour maintenir une fausse réalité, jusqu'à ce que nous atteignions la vraie. C'est pourquoi je suis prêt à payer pour accélérer ce processus, pour voir le monde plus clairement. Si mes croyances ne me servent pas, et que quelqu'un de plus avancé peut m'apprendre, alors je suis prêt à écouter. Peu importe son éthique ou ses méthodes. Si cette personne gagne plus que moi, elle peut m'apprendre quelque chose. J'ai appris à mettre mon ego de côté et à me dire « Je suis ici pour apprendre ». La clé est de comprendre ce qu'il croit être vrai et que je ne vois pas, ou ce que je crois être vrai et qui ne l'est pas. Observer ces réalités est un investissement que je suis toujours prêt à faire. Qui ici veut vraiment réussir, raccourcir son chemin vers le succès matériel, et, ensuite, réfléchir au sens de tout ça? Si c'est vous, restez. Je vais vous expliquer comment je gagne vraiment de l'argent, pourquoi suivre les dernières tendances peut vous appauvrir, et pourquoi viser mieux est toujours la meilleure stratégie. Vous croyez qu'il faut travailler dur pour réussir? Beaucoup de gourous en ligne affirment « Personne ne peut travailler plus dur que moi ». Sérieusement? Pensez-vous être le seul à travailler 16 ou 18 heures par jour? Allez en Chine et vous verrez. Mais la vérité, c'est que le travail, ce n'est pas ça. Voici ma définition. Le travail, c'est produire des résultats. Et les résultats dépendent de deux facteurs. Le volume, c'est-à-dire le nombre de fois où vous faites une action, et l'effet de levier, c'est-à-dire la valeur que chaque action génère. Le plus grand travailleur du monde en 2022 a ajouté 140 milliards de dollars à sa valeur nette en une année. Pensez-y, plus que ce que Bill Gates a accompli en une carrière entière, et il a refait la même chose l'année suivante. Cela équivaut à 2 milliards de dollars par semaine. Alors, qui ici veut devenir le plus grand travailleur du monde en 2027? Si c'est votre objectif, écoutez attentivement. Pour maximiser vos résultats, vous devez vous concentrer sur deux choses. Le volume, c'est-à-dire combien de fois vous actionnez un levier, et l'effet de levier, c'est-à-dire la puissance de chaque action. Plus vous comprenez cela, plus vous pouvez accélérer votre succès. Vous commencez à comprendre? Voilà où je veux en venir. Vous savez, à un certain point, il ne s'agit plus de savoir à quel point vous êtes fort, mais de combien de leviers vous disposez. Voilà l'essence de cette idée. Maintenant, imaginons un levier 1000 fois plus long. Ce n'est pas juste une question de force. Le levier fait tout le travail. On comprend maintenant ce qu'est le travail. Soit vous augmentez le volume, c'est-à-dire le nombre d'actions que vous effectuez, soit vous améliorez l'effet de levier, c'est-à-dire le résultat obtenu par chaque action. Faire plus est limité par le temps et les capacités physiques. Mais obtenir plus grâce au levier, ça, c'est illimité. Un exemple amusant, Warren Buffett a gagné 500 millions de dollars en dividendes de Coca-Cola l'année dernière en tant qu'actionnaire. Le PDG, lui, a gagné 50 millions. Buffett a passé moins de temps à travailler sur Coca-Cola que le PDG. Alors, est-ce que Buffett travaille plus dur? Selon notre définition, oui, parce qu'il obtient plus de résultats. Nous jouons au mauvais jeu. Si vous voulez surpasser vos concurrents, ce que vous devriez vraiment faire, c'est les surpasser en termes de levier. Prenons un exemple. 2 personnes passent 8 heures par jour à passer des appels. Si l'une a un autodialaire qui maximise son temps de parole, elle obtiendra de meilleurs résultats. Si elles ont toutes les deux le même autodialaire, celle qui a une meilleure liste de prospects obtiendra plus. Si elles ont la même liste, celle qui appelle au bon moment obtiendra plus. Vous voyez où je veux en venir? Le levier change tout.
Et si une personne enregistrait son pitch et l'envoyait à 10 millions de personnes? Plus de leviers, plus de résultats. Poussez cela encore plus loin. Celui qui a une équipe de 15 personnes qui passe des appels obtiendra bien plus qu'une personne seule, peu importe à quel point elle est douée. Vous ne pouvez pas rivaliser avec 1500 personnes qui appellent pour vous. C'est là que réside le secret. Utilisez le levier. Pendant que je suis ici, sur scène, j'ai des gens qui travaillent pour moi. C'est ça le jeu. Et il est truqué si vous suivez les règles traditionnelles. Si vous voulez gagner plus d'argent, il vous faut obtenir davantage pour chaque unité de temps investi. Je vais te montrer comment obtenir tes 5 premiers clients en 10 étapes. YouTube regorge de vidéos expliquant comment évoluer et se développer. Mais je pense que les gens compliquent trop les choses. Premièrement, tu dois créer une liste. Oui, une liste. Commence par aller sur ton compte email et récupère tous les contacts avec lesquels tu as déjà échangé. Ensuite, rends-toi sur tous tes profils de réseaux sociaux où tu peux envoyer des messages directs. Note chaque personne que tu peux contacter. Enfin, prends ton téléphone et exporte tes contacts. Quand tu combines tout ça, tu te rends compte que tu as bien plus de prospects que tu ne le pensais. Tu te dis peut-être, tu vas me demander de contacter ces gens? Pas si vite, et pas n'importe comment. Je vais te montrer une manière classe de le faire. C'est comme ça que j'ai démarré tous mes business, et les gens m'en ont remercié. Ensuite, choisis une plateforme. Tu as toutes ces listes, mais tu dois en sélectionner une pour commencer à envoyer des messages. Choisis celle où tu as le plus de contacts, que ce soit Instagram, email ou ton téléphone. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que je dis? Personnalise tes messages. Utilise ce que tu sais déjà sur la personne pour lancer la conversation. Prends 30 secondes pour regarder leur profil et trouve un point commun ou un détail pertinent. Contacte-les en t'appuyant sur ça. Par exemple, « Hey, j'ai vu que tu as eu un bébé, félicitations » ou « Hey, tu as changé de job récemment » ou encore « Hey, tu as vu ce film ce week-end, j'ai adoré aussi ». Montre que tu as pris quelques secondes pour personnaliser ton message, au lieu d'envoyer un message générique. Ensuite, commence à contacter 100 personnes par jour. Si tu as 3000 personnes dans tes listes combinées, commence simplement à leur envoyer des messages. Le premier est toujours le plus difficile, mais une fois que tu l'auras fait, les suivants seront bien plus faciles. Tout est difficile avant de devenir facile. Quand ils te répondent, réchauffe la conversation. J'utilise une méthode simple que j'appelle ACA. Acknowledge, reconnaître, compliment, complimenter, ask, demander. Par exemple, « Oh, tu as 2 enfants, waouh, tu dois être une super maman pour gérer un boulot à temps plein et 2 enfants. Comment fais-tu pour trouver le temps de cuisiner ou de t'entraîner ?» Cette méthode rend la discussion naturelle. Quand tu parles avec eux, ne vends pas directement. Pose des questions, écoute ce qu'ils te disent, et termine par « Au fait, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de insérer ce que tu offres ?» Cela rend la conversation moins étrange, surtout si ce sont des contacts que tu connais déjà. Si quelqu'un montre de l'intérêt, propose une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, fais-le gratuitement. Explique que tu débutes et demande 3 choses en retour. Qu'ils utilisent réellement ton service, qu'ils te donnent des retours et qu'ils laissent un avis positif si ça leur a plu. Pourquoi commencer gratuitement? Parce que cela te permet de gagner en expérience, de t'améliorer et d'abaisser les barrières pour travailler avec toi. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai écrasé cette banane dans ma main. Eh bien, parce que le lancement de mon second livre, $100 Million Leads, sera à la fois nutritif, naturel et incroyablement rentable, contrairement à une banane. Le 19 août, je dévoilerai un projet secret sur lequel je travaille depuis 4 ans, uniquement pour ceux qui seront présents à l'événement. C'est une date que tu ne veux pas manquer. Clique sur le lien, inscris-toi et je te donne rendez-vous là-bas. Je vais te raconter rapidement l'histoire de Warren Buffett et Ben Graham. Ben Graham était une légende à son époque dans le domaine de l'investissement. Warren Buffett, lui, n'était qu'un jeune étudiant fraîchement sorti de Columbia, et il voulait apprendre l'investissement auprès de Graham. Il lui a proposé de travailler gratuitement pour lui. Graham lui a répondu « Non, tu coûtes trop cher ». Gratuit, c'était déjà trop cher pour Graham, car il savait qu'il devrait investir du temps et des efforts pour rendre Warren suffisamment bon pour travailler à ses côtés. C'est pareil pour toi avec tes premiers clients. Même si tu ne te fais pas payer, ils échangent quelque chose. Leur temps, leurs efforts, et parfois plus encore. Ce n'est pas monétairement gratuit, mais c'est un échange. Alors écoute bien, je vais te donner 2 approches pour ça. Tu peux dire quelque chose comme « Au fait, connais-tu quelqu'un qui… » décrit leurs problèmes actuels et qui voudrait, résultat de rêve, dans délai.
Je prends 5 études de cas gratuites parce que c'est tout ce que je peux gérer. Je cherche juste à avoir des témoignages pour mon produit ou mon service. Sois honnête, c'est ton premier business et tu n'as pas encore tout compris. Ne prends pas plus de 5 clients, car sinon tu risques de t'éparpiller. Par exemple, j'ai travaillé avec une fille récemment, appelons-la Sophie, qui voulait atteindre résultat de rêve, alors qu'elle rencontrait exactement les mêmes difficultés que la personne à qui tu parles. Et maintenant, j'aimerais avoir plus de témoignages pour montrer que ça fonctionne dans différents cas. Est-ce que quelqu'un te vient à l'esprit? Si la réponse est non, tu peux répondre avec humour. Haha, et quelqu'un que tu détestes. Alors, parfois, c'est là que les vraies réponses sortent. Et si tu n'as pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça, tu peux juste dire « J'aide type de client à atteindre résultat de rêve en période de temps, sans efforts ou sacrifices, et je garantis élément qui réduit le risque. Simple et efficace. » Certaines personnes te diront peut-être « Tu ne devrais jamais travailler gratuitement. » Mais voilà la vérité. Tu débutes, donc il est logique que tu ne sois pas encore excellent. Pourquoi vendre un service médiocre? Si quelqu'un refuse même une offre gratuite, demande pourquoi. Souvent, cela révèle des coûts cachés dans ce que tu proposes, et si tu peux éliminer ces coûts, tu pourras facturer beaucoup plus cher par la suite. Je te donne un exemple concret. Quelqu'un m'a contacté avec exactement cette approche. Il m'a dit « Je veux faire des vidéos courtes pour toi. Tu n'as rien à faire. Je prendrai tout ce que tu as déjà publié en ligne. Je créerai les vidéos et je les publierai moi-même. » Je n'avais qu'à dire oui. Alors, j'ai dit oui. Il a commencé à produire des vidéos courtes et à accepter des paiements par la suite, car il avait éliminé tous les obstacles pour moi. Quand tu proposes de la valeur gratuitement, surtout de cette manière, les gens sont bien plus enclins à laisser des avis positifs, à te donner des retours et à te recommander à leurs amis et à leur famille. Une fois que tu as fait ça et obtenu tes premiers clients, recommence. Retourne à ta grande liste et touche à nouveau toutes les personnes que tu n'avais pas encore contactées. Et puis, à un moment, tu vas te dire « Mais Alex, je ne peux pas travailler gratuitement pour toujours. » Exact. C'est là qu'intervient la prochaine étape. Commence à facturer. Quand les gens commencent à te recommander, c'est le signe que tu es prêt. Au début, propose une réduction, genre 80%, puis baisse à 60%, 40%, 20%, jusqu'à arriver au prix plein. Et là, pourquoi pas augmenter encore? Il n'y a pas de règle. L'idée, c'est que tu utilises les retours de tes clients gratuits pour t'améliorer. Ces retours te permettent de proposer encore plus de valeur, ce qui justifie de faire payer plus cher à ceux qui arrivent ensuite. Un jour, tu atteindras ta capacité maximale, avec une liste pleine de clients gratuits et à tarif réduit. C'est là que tu peux vendre de manière éthique avec conviction. Les gens te désireront encore plus, car ton temps sera rare. Et quand tu auras quelqu'un prêt à payer le prix fort, tu pourras dire à tes clients gratuits « Pour continuer à travailler avec moi, il va falloir payer comme les autres. Es-tu d'accord avec ça ?» S'ils disent non, aucun problème. Dis-leur juste « Pas de souci, est-ce que je peux avoir la vie que tu avais promis ?» Ces premiers clients gratuits, tu dois les chérir, car ils te ramèneront du business de 3 façons. Ils laisseront des avis, te recommanderont à d'autres, et certains d'entre eux deviendront eux-mêmes des clients payants. À ce stade, tu as des clients payants, tu atteins ta capacité et tu augmentes tes prix régulièrement. La demande dépasse l'offre et tu crées ainsi les conditions idéales pour faire du profit. Et enfin, continue de garder le contact avec ton réseau. Agis comme un être humain, apporte-leur de la valeur régulièrement. Quand tu fais ça, tu accumules de la confiance et de la bonne volonté. Et un jour, les gens viendront à toi sans même que tu aies besoin de demander. Voilà comment tu passes de 0 à héros et obtiens tes 5 premiers clients payants. Les 3 dernières entreprises que j'ai fondées et revendues ont connu une croissance si rapide qu'on aurait dit que c'était illégal. US Allen a atteint 1,2 million de dollars par mois à la fin de la première année. Prestige Labs a atteint 1 500 000 dollars par mois à la fin de la première année. Et Gym Launch a dépassé les 2 millions de dollars par mois à la fin de la première année. Je vais vous montrer les leviers de croissance les plus puissants que j'ai utilisés pour obtenir ces résultats, afin que vous puissiez faire la même chose. Le premier levier, c'est que personne ne sait que vous existez. Si vous générez moins d'1 million de dollars de revenus, je peux quasiment garantir que pratiquement tout le monde sur Terre ignore votre existence. Par conséquent, les 4 premières heures de chaque journée devraient être consacrées à résoudre ce problème. Passer de l'obscurité à la visibilité. Pour cela, il faut faire plus de prospection, qu'elle soit à froid ou à chaud,
créer plus de contenu ou lancer des publicités. Mais vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Vous choisissez une méthode, vous vous y consacrez pleinement et vous passez vos 4 premières heures chaque jour dessus. La raison pour laquelle je parle souvent de publicité, c'est qu'elle représente un levier massif. Dans notre entreprise, nous utilisons le terme « boom » qui signifie un changement d'ordre de grandeur dans l'entreprise. Dans une entreprise, il y a de nombreuses choses que vous pouvez optimiser. Améliorer votre taux de conversion de 10%, perfectionner vos pages d'inscription ou affiner vos campagnes d'emailing. Mais toutes ces optimisations ont une limite. Elles ne peuvent dépasser 100%. En revanche, avec la publicité, vous pouvez littéralement multiplier par 100 le nombre de personnes qui découvrent votre entreprise. Trop de petits entrepreneurs se concentrent sur des optimisations mineures, comme augmenter leur taux de conversion de 10,1% à 10,2%, alors qu'ils devraient simplement attirer 100 fois plus de prospects. La plupart des entrepreneurs sous-estiment la taille de leur marché. Prenons l'exemple d'un pressing local. Si un concurrent commence à faire de la publicité sur Facebook, vous pouvez avoir l'impression que le marché est saturé. Mais si vous êtes dans une ville d'1 million d'habitants et que vous avez besoin de 200 clients pour être rentable, même si 10 autres pressings font de la publicité, cela ne représente qu'une fraction infime du marché. Vous n'avez besoin que de 0,602% des habitants pour réussir. Au lieu de chercher à battre vos concurrents, faites en sorte de les rendre insignifiants. Eminem illustre bien cette approche. Quand on lui a demandé de répondre à des critiques, il a simplement répondu « Qui ?» En ignorant totalement ses détracteurs, il a montré qu'ils n'avaient aucune importance. Une autre stratégie consiste à les désarmer avec gentillesse. Par exemple, dans le film 8 Mile, Eminem revendique toutes ses faiblesses pour empêcher quiconque de les utiliser contre lui. Si quelqu'un critique ma façon de travailler ou dit que je ne cherche qu'à gagner de l'argent, je commence par admettre « Oui, je suis imparfait. Oui, je suis là pour gagner de l'argent. » En reconnaissant mes défauts, je désarme les critiques avant même qu'elles ne commencent. Lorsque j'ai lancé mon dernier livre, 100 Million Leads, j'ai utilisé toutes les stratégies possibles pour maximiser sa visibilité. Emailing, création de contenu, publicité payante, partenariats affiliés et plus encore. Malgré une audience de 7 millions de personnes, la majorité des gens que je croisais à Las Vegas ne connaissaient même pas le lancement du livre. Cela m'a rappelé que, même lorsque vous pensez avoir atteint tout le monde, la plupart des gens ne vous connaissent toujours pas. La répétition est essentielle. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que la répétition est ennuyeuse, mais la vérité, c'est que les gens ont besoin d'être rappelés plus souvent qu'ils n'ont besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Même si vous vous répétez, cela reste pertinent. Le troisième levier de croissance, et celui-ci est énorme, c'est clair et non intelligent. Que veux-je dire par là? Quand j'examine les publicités qui ont le mieux converti, ce que je fais régulièrement, je cherche différents éléments. Parfois, je me demande quelle est l'accroche, ou quel est le schéma de couleur, ou encore quelles sont les images affichées dans les premières secondes. Mais dans une analyse en particulier, je me suis concentré sur le niveau de langage utilisé. La raison? C'était lors d'un cycle électoral. Il y a 1 ou 2 élections de cela. J'ai entendu parler d'une étude qui montrait que le président, utilisant le langage le plus simple, correspondant au niveau scolaire le plus bas, était celui qui gagnait l'élection à chaque fois. Cela m'a marqué. Je vois les campagnes présidentielles comme des campagnes publicitaires, massives. Cela signifie qu'ils ont pu transmettre leur message à une plus grande part de la population en rendant la compréhension plus accessible. Plus de gens ont compris ce qu'ils disaient. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Mince, j'aime utiliser des mots sophistiqués pour montrer mon niveau, mais personne ne comprend ce que je dis. » Finalement, je nourrissais mon ego et non mon compte bancaire. Alors, j'ai adopté cette règle simple, claire et non intelligent. Prenez vos pages de destination, vos textes publicitaires, ou les mots que vous utilisez dans vos contenus. Posez-vous cette question. Est-ce qu'un élève de CE2 peut comprendre ça? Certains disent mais qu'ils ne veulent pas parler de haut à leur audience, mais c'est tout le contraire. En simplifiant votre message, vous rendez les choses plus claires pour les experts et vous permettez aux débutants de comprendre pour la première fois. Ce n'est pas qu'un expert va tout d'un coup dire « Oh non, je n'y crois pas ». La preuve, nous recevons beaucoup de grandes entreprises chez acquisition.com pour des investissements. Les personnes qui dirigent ces entreprises sont très intelligentes, mais je m'efforce de créer des vidéos que tout le monde peut comprendre. Pourquoi utiliser des mots compliqués et perdre une partie de mon audience si le but de ces vidéos est d'offrir une éducation commerciale accessible à tous? Ce que vous ne voyez pas,
c'est que je m'auto-corrige constamment. Par exemple, si je dis distiller dans une phrase, je vais ensuite dire décomposer pour être sûr que tout le monde suit. Ça m'a aussi rendu plus efficace en tant que leader. Quand je communique avec mon équipe, je ne cherche pas à impressionner avec mon vocabulaire. Mon but, c'est de changer ce qu'ils font. J'applique cette règle même dans mes livres. J'utilise des petits dessins simplifiés, comme des bonshommes sur un chemin avec des pommes, des oranges, des symboles de dollars. Tout est conçu pour être simple et compréhensible. Comme le disait le physicien Richard Feynman, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose à un élève de primaire, c'est que vous ne le comprenez pas vous-même. Plus votre audience est large, plus votre langage et vos analogies doivent être simples. Prenons un exemple. Si je parle à des mécaniciens, je vais utiliser des analogies liées aux voitures pour expliquer un concept commercial. Si je m'adresse à des agents immobiliers, je vais utiliser des analogies sur les maisons. Et si je parle à une audience générale, j'utiliserai des exemples universels, comme la nourriture, le sommeil ou la conduite. Vous devez adapter vos analogies aux expériences communes de votre audience. Pour tester cela, prenez les emails que vous envoyez et passez-les dans un outil d'analyse de niveau de lecture. Travaillez dessus jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau inférieur à la 5e année de primaire, idéalement CE2. J'ai appliqué cette méthode à nos emails de suivi et nos conversions ont augmenté de 50%. Je n'ai rien changé au message, mais en le simplifiant, j'ai permis à 50% de plus de personnes de le comprendre. L'objectif est de réduire la friction cognitive, de rendre les choses plus rapides et plus simples. La complexité prend plus de temps, demande plus d'efforts et rend les choses plus difficiles. Donc, posez-vous cette question. Comment rendre cela plus simple et plus rapide ?